Pendant 32 ans, j'ai cru savoir ce que signifiait être une mère. J'ai élevé mon fils Daniel dans une petite maison de l'Ohio, travaillé double équipe à l'hôpital pour payer ses études, et n'ai jamais manqué un seul de ses matchs de baseball. Quand il a déménagé à Seattle pour son travail dans la technologie, j'étais fier. Quand il a épousé Amanda il y a 3 ans, je l'ai accueilli à bras ouverts. Quand mes 2 petits-enfants sont nés, Lily, maintenant âgée de 5 ans, et le petit Connor, tout juste 18 mois, j'ai pensé que ma vie était complète. Je leur rendais visite 2 fois par an, appelant toujours des semaines à l'avance, apportant toujours des cadeaux, toujours prudente de ne pas outrepasser mes limites. Amanda semblait assez agréable, bien qu'il y avait quelque chose dans son sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Mais je me suis dit que j'imaginais des choses. Après tout, elle était jeune, occupée avec 2 jeunes enfants, et Daniel semblait heureux. La dernière fois que j'avais vu mes petits-enfants, c'était il y a 6 mois. 6 mois. Amanda avait toujours des excuses quand je suggérais de leur rendre visite. Les enfants étaient malades. Ils rénovaient. Ils avaient de la famille qui venait de son côté. J'ai essayé les appels vidéo, mais ceux-ci devenaient de plus en plus courts. Toujours coupés pour une raison urgente. Lily fait une crise de colère. L'heure de la sieste de Connor. Nous partons. Quelque chose ne collait pas. Ce sentiment, cette intuition maternelle qui vous réveille à 3 heures du matin, elle ne me laissait pas en paix. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai réservé un vol pour Seattle sans le dire à personne. Je voulais les surprendre, oui, mais plus que ça, j'avais besoin de voir de mes propres yeux que tout allait bien. Est-ce que je réagissais de manière excessive? Peut-être. Mais quel genre de grand-mère passe 6 mois sans tenir ses petits-enfants? Je suis arrivé un mardi après-midi, j'ai pris un Uber directement de l'aéroport à leur maison en banlieue, une belle maison de style artisan avec une pelouse manucurée et une balançoire dans le jardin. Mon cœur battait la chamade en montant ces marches, ma petite valise à la main. J'entendais des rires d'enfants à l'intérieur, et ça m'a fait sourire pour la première fois depuis des semaines. J'ai sonné à la porte. Les rires se sont arrêtés. J'ai entendu des pas. Puis la voix de Daniel étouffée à travers la porte. « Tu as commandé quelque chose ?» La réponse d'Amanda était trop faible pour être entendue. Puis la porte s'est ouverte. Daniel se tenait là en t-shirt et jean, et l'expression sur son visage n'était pas la surprise. C'était la colère. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu vous rendre visite, » dis-je, essayant de garder ma voix légère. « Je voulais vous surprendre, vous et les enfants. Vous m'avez tellement manqué. »« Qui vous a invité ?» Sa voix était froide, neutre. Derrière lui, je pouvais voir Lily jeter un coup d'œil, son petit visage curieux. Amanda apparut, tirant Lily en arrière, son expression illisible. « Daniel, je n'ai pas besoin d'une invitation pour voir mes propres petits-enfants. Vous ne pouvez pas vous présenter comme ça sans appeler. » Il ne bougea pas de l'entrée. Ne s'écarta pas pour me laisser entrer. Ce n'est pas le bon moment. Quand est-ce le bon moment? Les mots sortirent plus brusques que je ne l'avais voulu. J'essaie de vous rendre visite depuis des mois. Nous avons été occupés, dit Amanda d'une voix douce mais ferme derrière lui. Daniel, dis-lui que nous l'appellerons quand les choses se calmeront. J'ai regardé mon fils. Mon fils que j'avais élevé seul après le départ de son père, pour qui j'avais tout sacrifié, et j'ai vu un étranger. Maman. Il s'avança, me forçant à reculer. Rentrez chez vous. Nous parlerons plus tard. Mais j'ai fait tout ce chemin en avion. Je ne vous ai pas demandé de faire ça. Rentrez dans l'Ohio. Et puis les mots qui résonneraient dans mon esprit pendant des jours. Qui vous a invité? Partez. Il ferma la porte, il ne la claqua pas. Cela aurait été trop émotionnel. Il la ferma simplement calmement devant mon visage. Je suis resté là, sur ce porche de banlieue parfait, ma valise à mes pieds, les oiseaux chantant dans les arbres. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifiait être vraiment seul. Mes mains tremblaient. Ma poitrine était vide. Je n'ai pas frappé à nouveau. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris ma valise, redescendu ces marches et appelé un autre Uber. Mais je ne suis pas allé à l'aéroport. Pas encore.
Je me suis installé dans un Holiday Inn à 5 km de là et je me suis assise au bord de ce lit d'hôtel générique, fixant mon téléphone. Quelque chose n'allait pas, très mal. Et j'allais le découvrir. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 72 appels manqués. 72 appels manqués. Tous de Daniel. Je fixais l'écran de mon téléphone dans la chambre d'hôtel faiblement éclairée, le regardant vibrer et s'allumer à nouveau. Appel numéro 73. Je n'ai pas répondu. La messagerie vocale a commencé vers 23 h la nuit précédente et a continué jusqu'à 6 h du matin. J'ai écouté le premier. La voix de Daniel était paniquée, pas inquiète. Paniquée. Maman, où êtes-vous? Rappelez-moi immédiatement. Amanda est morte d'inquiétude. Le deuxième. Ce n'est pas drôle. Vous devez nous dire où vous logez. Le cinquième. Maman, nous sommes désolés pour tout à l'heure. Revenez. Les enfants veulent vous voir. Le 20e. La voix d'Amanda cette fois. Sirupeuse, douce. Carole, chérie. Nous avons réagi de manière excessive. Daniel est juste stressé par le travail. S'il vous plaît, rappelez-nous. Nous voulons arranger les choses. J'ai écouté 10 de plus, puis j'ai arrêté. Pas un seul d'entre eux ne m'a demandé si j'allais bien. Pas un seul n'a exprimé de préoccupation pour ma sécurité ou mon bien-être. Chaque message concernait leur inquiétude, leur stress, leur besoin de savoir où j'étais. Pourquoi se souciaient-ils si soudainement? Hier, j'étais un fardeau non invité. Aujourd'hui, j'étais une crise. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait ce que toute grand-mère en 2024 ferait. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai tapé « Droit des grands-parents, refus d'accès aux petits-enfants, aliénation parentale ». Les résultats m'ont donné froid dans le dos. Page après page d'histoires comme la mienne. Des grands-parents coupés sans explication, manipulés par des belles-filles ou des beaux-fils, poussés à croire qu'ils étaient le problème. Un terme revenait sans cesse, aliénation parentale des grands-parents. J'ai trouvé un forum. Les grands-parents aliénés s'unissent, et j'ai passé 3 heures à lire des histoires qui ressemblaient à la mienne. Le schéma était toujours le même. Isolation progressive, excuses, puis rupture complète. Et toujours, il y avait quelqu'un qui orchestra cela. Quelqu'un qui voyait le grand-parent comme une menace à son contrôle. Amanda. J'ai repensé aux 2 dernières années, à la façon dont Amanda se positionnait toujours entre Daniel et moi pendant les conversations. À la façon dont elle répondait aux questions que je lui posais. À la façon dont elle coupait court à nos appels vidéo, toujours avec Lily ou Connor qui faisaient des caprices au moment où j'apparaissais à l'écran. À la façon dont les SMS de Daniel étaient devenus plus courts, plus formels, moins comme mon fils. Mon téléphone a sonné à nouveau. Daniel. Je l'ai mis en silencieux. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de comprendre exactement à quoi j'avais affaire avant de passer à l'étape suivante. Je ne pouvais pas simplement être la belle-mère hystérique qui faisait des accusations. J'avais besoin de faits. J'ai sorti un carnet. Oui, un carnet physique. Parce que je n'allais pas laisser de preuves numériques qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre accéder. Et j'ai commencé à tout documenter. Date, heure, conversation, SMS. J'ai fait défiler 2 ans de messages avec Daniel et Amanda, en faisant des captures d'écran de tout, en notant le schéma de l'éloignement croissant. Janvier 2023, appel vidéo hebdomadaire. Juin 2023, bi-hebdomadaire, souvent annulé. Novembre 2023, mensuel, toujours écourté. Mars 2024, dernier appel vidéo. Lily a demandé, « Mamie, quand viens-tu » La main d'Amanda est apparue à l'écran, couvrant la caméra. Lily, va jouer. Avril-octobre 2024. Des excuses. Toujours des excuses. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Daniel. Maman, vous nous faites peur. Au moins, faites-nous savoir que vous êtes en sécurité. J'ai répondu. Je vais bien. Je vous contacterai quand je serai prête. J'ai bloqué son numéro. Le silence qui a suivi était à la fois libérateur et terrifiant. J'ai passé les 2 jours suivants dans cette chambre d'hôtel, mangeant à peine, construisant mon dossier comme si je me préparais pour un procès,
parce que peut-être que je le serai. J'ai trouvé un cabinet d'avocats à Seattle spécialisé dans les droits des grands-parents. Morrison & Associates. J'ai lu tous les articles qu'ils avaient publiés, toutes les études de cas. L'État de Washington avait des lois sur le droit de visite des grands-parents. J'avais des droits. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Le 3e jour, j'ai fait quelque chose qui m'a semblé à la fois émancipateur et déchirant. J'ai créé une nouvelle adresse email, une que Daniel et Amanda ne connaissaient pas, et j'ai contacté l'ancien colocataire de Daniel à l'université, Mike, qui était resté en contact avec moi au fil des ans. Je suis resté vague. As-tu remarqué quelque chose de différent chez Daniel dernièrement? Sa réponse est venue en moins d'1 heure. Honnêtement, oui. Il a changé depuis qu'il a épousé Amanda. Il a arrêté de traîner avec nous. Elle n'aime pas ses vieux amis, apparemment. Pourquoi? Juste curieuse, lui ai-je écrit. Merci. Une autre pièce du puzzle. Je me suis regardé dans le miroir de l'hôtel. Mes cheveux étaient gris maintenant, mon visage marqué par 63 ans de vie, mais mes yeux étaient vifs. J'avais survécu à un mariage abusif, élevé un fils seul, travaillé d'arrache-pied pendant des décennies. Je n'allais pas laisser une femme dominatrice m'effacer de la vie de mes petits-enfants. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Morrison & Associates. Je dois prendre rendez-vous pour une consultation, ai-je dit lorsque la réceptionniste a répondu. C'est concernant les droits de visite des grands-parents. Bien sûr, dit-elle chaleureusement. Puis-je avoir votre nom? Carol Henderson. Et c'est urgent. Les bureaux de Morrison & Associates occupaient le 14e étage d'un immeuble en verre au centre-ville de Seattle. Je suis arrivé 15 minutes en avance pour ma consultation, portant mon meilleur blazer, celui que j'avais acheté pour le mariage de Daniel. L'ironie ne m'a pas échappé. Jennifer Morrison s'est avérée être une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et à la poignée de main ferme. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur une chaise en face de son bureau, qui était couvert de dossiers et de livres de droit. Racontez-moi tout, a-t-elle dit simplement. Je l'ai fait. Je lui ai montré ma documentation. 2 ans de contact de plus en plus distants, les coupures soudaines, l'accueil hostile à leur porte, les 72 appels paniqués au moment où je suis devenu indisponible pour eux. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes. Quand j'ai eu terminé, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise. Madame Henderson, je vais être direct avec vous. La loi de l'État de Washington autorise les visites des grands-parents, mais la barre est haute. Vous devrez prouver que vous avez eu une relation substantielle avec vos petits-enfants, et que les visites servent leurs meilleurs intérêts. J'étais là quand Lily est née, dis-je. Je suis resté avec eux pendant 2 semaines pour aider Amanda à récupérer. J'étais à toutes les fêtes d'anniversaire jusqu'à ce qu'ils arrêtent de m'inviter. J'ai des photos, des vidéos. C'est bien. Très bien. Jennifer ouvrit un dossier. Voici ce qui me préoccupe dans votre dossier et ce qui pourrait en fait jouer en votre faveur. L'escalade soudaine, passant de grand-mère régulière à persona non grata. Puis leur panique lorsque vous établissez votre indépendance. Cela suggère le contrôle, pas l'inquiétude. Que faisons-nous? D'abord, nous envoyons une lettre formelle demandant des visites régulières, des jours précis, des heures. Nous restons raisonnables. S'il refuse, nous déposons une requête auprès du tribunal. Mais Madame Henderson, elle se pencha en avant. Cela va devenir désagréable. Ils riposteront. Amanda vous dépeindra probablement comme instable, intrusive. Êtes-vous prête à cela? Je pensais au visage de Lily qui jetait un coup d'œil, à la façon dont elle avait murmuré « Mamie », avant qu'Amanda ne la retire. Oui, alors commençons. La lettre a été envoyée par courrier recommandé 3 jours plus tard. Je suis resté à Seattle, déménageant du Holiday Inn à un modeste hôtel de séjour prolongé. Je ne rentrerai pas chez moi avant que cela ne soit résolu. 2 jours après que la lettre a été livrée, ma nouvelle adresse email a reçu un message d'une adresse inconnue. La ligne d'objet, nous devons parler. C'était de Daniel, mais pas de son email habituel. Il a dû obtenir ma nouvelle adresse auprès de Mike. Ou peut-être avait-il simplement deviné des variations jusqu'à ce que l'une fonctionne. Maman, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais vous devez arrêter. Amanda est dévastée. Vous êtes en train de déchirer notre famille. Si vous voulez voir les enfants,
tout ce que vous avez à faire est de vous excuser et de venir comme une personne normale. Cette menace légale est insensée. Avez-vous une sorte de dépression nerveuse? Je l'ai lu 3 fois. Chaque phrase était une leçon magistrale de manipulation. Vous êtes en train de déchirer la famille. Vous devez vous excuser. Vous êtes folle. Je l'ai transmise à Jennifer sans répondre. Sa réponse est venue rapidement. Parfait. Sauvegardez tout. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Je me suis autorisé à pleurer, non pas de tristesse, mais de clarté. Mon fils était perdu pour moi, du moins pour l'instant. Amanda avait bien fait son travail, mais mes petits-enfants n'étaient pas perdus. Pas encore. Mon téléphone a sonné d'un numéro bloqué. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu « Carole ». La voix d'Amanda n'était plus douce. Je pense que nous devons avoir une conversation, de femme à femme. Je n'ai rien à vous dire. Vous faites une erreur. Daniel ne veut pas de vous dans nos vies. Il m'a dit que vous étiez toujours autoritaire, toujours critique. Il est soulagé que vous soyez enfin hors de la photo. Mais je suis prête à vous laisser voir les enfants occasionnellement, à nos conditions. Si vous abandonnez cette action en justice ridicule. Ma main s'est serrée sur le téléphone. Si Daniel ressentait vraiment cela, il n'aurait pas besoin que vous parliez pour lui. Carole, vous l'avez isolé de ses amis. Vous l'avez isolé de moi. Et maintenant vous utilisez mes petits-enfants comme levier. Mais voici ce que vous ne comprenez pas, Amanda. Je ne suis pas un obstacle que vous pouvez supprimer. Je suis leur grand-mère, et j'ai des droits. Des droits. Elle rit d'un rire sec et cassant. Vous êtes une vieille femme aigrie qui ne peut pas accepter qu'on n'ait plus besoin d'elle. Nous verrons ce que le tribunal dira de vos droits. Elle raccrocha. J'ai immédiatement appelé la ligne d'urgence de Jennifer et raconté la conversation mot pour mot. Elle a montré son jeu, dit Jennifer avec satisfaction. Elle a peur. Bien. Maintenant vient la partie difficile. Rassemblez des preuves de votre relation antérieure. Avez-vous des témoins? Des gens qui vous ont vu avec les enfants? Oui, dis-je, mon esprit s'emballant. Oui, j'en ai. Le lendemain matin, j'ai commencé à téléphoner. Les anciens voisins de Daniel dans l'Ohio, qui m'avaient vu garder Lily quand Daniel et Amanda leur rendaient visite, les infirmières de l'hôpital où je travaillais, qui avaient rencontré Lily quand elle était bébé. Mike, qui avait assisté au baptême de Connor et avait vu Amanda me tirer à part pour critiquer la façon dont je tenais le bébé. Chaque conversation révélait une nouvelle pièce du puzzle, une nouvelle preuve du contrôle d'Amanda, un nouveau témoin de la grand-mère que j'avais été avant d'être effacé. À la fin de la semaine, Jennifer avait 12 déclarations sous serment de personnes prêtes à témoigner de ma relation avec mes petits-enfants et de la rupture soudaine et inexpliquée du contact. Madame Henderson, dit Jennifer lors de notre réunion de suivi, je pense que nous avons un dossier solide, mais vous devez vous préparer. Lorsque nous déposerons cette requête, ils vont intensifier les choses. Amanda se battra salement. J'ai regardé la pile de déclarations sous serment sur son bureau, preuve physique que je n'étais pas folle. Que je n'avais pas imaginé la grand-mère que j'avais été. Laissez-la essayer, dis-je. La requête pour le droit de visite des grands-parents a été déposée un lundi matin gris. Jennifer m'a appelé depuis les marches du palais de justice. C'est fait. Ils seront servis dans les 48 heures. Je me suis assise dans ma chambre d'hôtel, les mains tremblantes, et j'ai attendu l'explosion. Elle est arrivée à 19h32 le mardi. Le téléphone de ma chambre d'hôtel a sonné. Il m'avait trouvé. Je ne sais pas comment, mais il l'avait fait. J'ai décroché, et la voix de Daniel a éclaté à travers le haut-parleur, méconnaissable dans sa fureur. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comprenez-vous ce que vous avez fait? Nous devons engager un avocat maintenant. Savez-vous ce que cela coûte? Savez-vous à quel point c'est humiliant? Daniel? Non. Vous ne parlez pas. Vous nous poursuivez en justice. Vous poursuivez en justice votre propre famille pour le droit de voir des enfants qui ont 2 parents parfaitement bons. Vous rendez-vous compte à quel point cela semble fou? Derrière lui, j'entendais Amanda pleurer bruyamment, de manière théâtrale. Je n'aurais pas eu à déposer une requête auprès du tribunal si vous m'aviez simplement laissé être une grand-mère, dis-je, gardant ma voix calme. Si moi, Daniel,
vous m'avez privé de mes petits-enfants pendant 6 mois. Parce que vous êtes autoritaire, parce que vous critiquez Amanda constamment, parce qu'à chaque fois que vous venez, vous sapiez notre autorité parentale. Quand est-ce jamais? Vous avez dit à Lily que 3 heures d'écran, c'était trop. Vous avez dit à Amanda qu'elle donnait la mauvaise formule à Connor. Vous avez remis en question nos méthodes de discipline à chaque visite. Je fermais les yeux. Rien de tout cela n'était vrai. Mais il le croyait. Ou il avait été convaincu que c'était vrai. Daniel, Amanda vous a-t-elle déjà laissé me parler seule? Une seule fois au cours de la dernière année? Silence. C'est ce que je pensais. Vous empoisonnez ma femme contre moi maintenant. Sa voix monta en cri. Maman, restez loin de nous. Abandonnez cette action en justice ou je jure devant Dieu que vous ne reverrez plus jamais ces enfants. Ordonnance du tribunal ou non, je m'en assurerai. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. J'ai appelé Jennifer. Il me menace, dis-je. Daniel vient d'appeler et a dit, ne me dites pas au téléphone. Écrivez tout ce qu'il a dit mot pour mot, tout de suite, pendant que c'est frais. Heure, date, durée de l'appel, témoins éventuels. C'est une preuve, Carole. J'ai tout écrit, mon écriture était à peine lisible. Le lendemain, une lettre est arrivée à l'hôtel. Quelqu'un l'avait glissée sous ma porte. C'était d'Amanda, manuscrite sur du papier à lettres coûteux. Carole, je vous écris en tant que mère. Une mère à une autre. Je sais que vous pensez que j'ai monté Daniel contre vous, mais ce n'est pas vrai. Il a fait son propre choix de prendre ses distances parce que votre comportement a été néfaste pour notre famille. J'ai essayé d'être patiente, de vous donner des chances, mais vous continuez à dépasser les limites. Cependant, je suis prête à vous offrir un compromis, abandonnez cette action en justice et nous organiserons des visites supervisées une fois tous les 2 mois pendant 2 heures à notre domicile. Vous verrez les enfants, ils vous verront, et nous pourrons tous aller de l'avant. Mais vous devez d'abord abandonner l'action en justice. Vous devez nous faire confiance. Si vous continuez sur cette voie, vous nous forcez à révéler des choses sur votre passé qui pourraient nuire à votre dossier. Des choses que Daniel m'a confiées. Des choses sur votre état mental, votre consommation d'alcool, votre comportement quand il était enfant. Je ne veux pas faire ça, Carole, mais vous ne nous laissez pas le choix. Réfléchissez bien à ce qui compte le plus, votre fierté ou vos petits-enfants. Amanda, l'ai-je lu 2 fois, ma vision brouillée par la rage, état mental, consommation d'alcool. Rien de tout cela n'était vrai. J'avais bu du vin au dîner comme n'importe quelle personne normale. Je n'avais jamais eu de crise de santé mentale, mais cela n'avait pas d'importance. Elle construisait un récit, créant des munitions. J'ai photographié la lettre sous tous les angles et l'ai envoyée à Jennifer. Sa réponse, elle est désespérée. C'est en fait bon pour nous. Elle vous menace, Carole. Gardez-la en sécurité. Cette nuit-là, j'ai reçu une série de messages textes de numéros que je ne reconnaissais pas. Des photos de moi entrant dans mon hôtel. Des photos de moi dans un café. Un message. Nous savons où vous êtes. J'ai appelé la sécurité de l'hôtel, puis la police. Un agent de bord a pris ma déclaration et a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose à moins que je ne sois directement menacé. Je lui ai montré les photos. Madame, vous êtes dans des lieux publics. N'importe qui pourrait prendre ces photos. C'est de l'intimidation. Demandez une ordonnance de protection si vous ne vous sentez pas en sécurité. Après son départ, je me suis assise sur mon lit d'hôtel et j'ai réalisé que j'étais dépassé. Ce n'était pas seulement un conflit de garde. Amanda menait une guerre psychologique, et Daniel était son soldat consentant. Mon téléphone a sonné. Jennifer. Carole, je dois vous demander de prendre quelques jours et de respirer. Nous avons le temps avant l'audience. Allez quelque part où ils ne pourront pas vous trouver. Rendez visite à une amie. Faites quelque chose de normal. Vous ne pouvez pas supporter ce niveau de stress. Ils me suivent. Raison de plus pour disparaître pendant quelques jours. Pouvez-vous le faire? J'ai pensé à mon amie Margaret à Portland, que je connaissais depuis l'école d'infirmière. Oui. Alors allez vous reposer. Revenez plus forte. Nous allons gagner,
mais vous devez être solide quand nous entrerons dans cette salle d'audience. J'ai fait ma valise et j'ai quitté l'hôtel à l'aube. Je n'ai dit à personne où j'allais, sauf à Jennifer. Pendant 3 jours, je suis resté chez Margaret, dormant dans sa chambre d'amis, mangeant sa soupe maison et me laissant me souvenir de qui j'étais avant que ce cauchemar ne commence. Le 4e jour, je me suis senti prête à me battre à nouveau. Je suis retourné à Seattle vendredi après-midi, m'enregistrant dans un autre hôtel sous le nom de Margaret, utilisant sa carte de crédit. S'il voulait me suivre, il devrait travailler plus dur. Ce soir-là, un email est arrivé du compte personnel de Daniel. Le vrai cette fois, pas les messages de colère d'avant. Maman, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai été trop dur au téléphone. Tu es ma mère, et je t'aime. Je ne veux pas d'avocats et de tribunaux entre nous. Pouvons-nous nous rencontrer, s'il te plaît? Juste toi et moi. Sans Amanda, sans avocat. Un café à l'endroit où tu m'emmenais quand j'étais enfant. Tu te souviens de celui de Pike Street qui faisait ses chaussons aux pommes que tu aimais tant? Je veux arranger ça. Tu n'aimes pas Daniel? J'ai regardé le message longtemps. La référence au café était réelle. Nous y étions allés lors de ses visites universitaires, riant autour de chaussons et de cafés terribles. Parlant de ses rêves. C'était le fils dont je me souvenais. Ou c'était un piège? Je l'ai transmis à Jennifer. Des pensées? Tentant, n'est-ce pas? Mais voici la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi après les menaces et la surveillance? Je parie qu'Amanda n'est pas au courant de cet email. Il pourrait être sincère ou il pourrait recueillir des preuves que vous êtes déraisonnable. Si vous y allez, enregistrez tout. Washington est un État à consentement des 2 parties, donc vous ne pouvez pas enregistrer secrètement, mais vous pouvez prendre des notes immédiatement après. J'ai répondu à Daniel. Je te rencontrerai lundi, 10h au café. Juste nous. Sa réponse a été presque instantanée. Merci, maman. À bientôt. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai assisté à un groupe de soutien. Je l'avais trouvé via le forum des grands-parents aliénés, une section locale qui se réunissait le dimanche après-midi dans un centre communautaire près de Green Lake. 12 grands-parents étaient assis en cercle, âgés de 50 à 80 ans. Certains n'avaient pas vu leurs petits-enfants depuis des années. D'autres étaient en plein milieu de batailles juridiques comme la mienne. Une femme, Patricia, avait gagné son procès. Droit de visite supervisé tous les 2 samedis. Ses yeux étaient fatigués mais victorieux. Le plus dur, ce n'est pas le tribunal, dit-elle au groupe. C'est de maintenir sa lucidité pendant qu'ils essaient de vous faire passer pour la méchante. Ma belle-fille a dit au juge que j'étais émotionnellement instable parce que j'avais pleuré quand ils ont annoncé qu'ils déménageaient de l'autre côté du pays. Apparemment, les grands-mères n'ont pas le droit d'avoir des sentiments. Des hochements de tête autour du cercle. Nous comprenions toutes. Un homme plus âgé, Robert, a parlé ensuite. Mon fils a arrêté de me parler après que sa femme l'a convaincu que j'avais agressé ma petite fille. Basé sur quoi? J'avais donné le bain à l'enfant quand elle avait 3 ans parce qu'elle s'était renversée du jus partout. 6 ans plus tard, il raconte toujours cette histoire, la transformant en quelque chose de malsain. Je n'ai pas vu ma petite fille depuis qu'elle avait 4 ans. Elle en a 10 maintenant. Ma poitrine se serra. C'étaient de bonnes personnes, des grands-parents aimants et normaux qui avaient été effacés de la vie de leur famille par la manipulation et les mensonges. Quand ce fut mon tour de parler, je leur ai tout raconté. La visite surprise, la porte qui se referme sur mon visage, les 72 appels, le procès, les menaces. Quand j'ai eu terminé, Patricia a tendu la main à travers le cercle et m'a serré la main. Vous faites ce qu'il faut, a-t-elle dit. Ne les laissez pas vous faire douter de vous-même. Après la réunion, 3 des grands-parents, Patricia, Robert et une femme nommée Lynn, m'ont invité à déjeuner. Nous nous sommes assis dans un restaurant, partageant des histoires et des stratégies. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je ne me suis pas senti seul. Ils essaieront de vous briser avant l'audience, a averti Lynn. Elle avait perdu son procès, n'avait pas vu ses petits-enfants depuis 4 ans. Ils vous proposeront des compromis, puis les retireront. Ils seront doux, puis vicieux. Ils vous feront douter de votre propre mémoire. Restez forte.
Comment survivre à cela, ai-je demandé. Vous vous rappelez pourquoi vous vous battez, a dit Patricia. Pas pour votre fils, pas pour votre belle-fille, pour ses enfants. Parce que même s'ils ne se souviennent pas de vous maintenant, un jour ils seront adultes et ils se demanderont où était leur grand-mère et vous pourrez dire, je n'ai jamais cessé de me battre pour vous. Cette nuit-là. J'ai écrit une lettre à Lily et Connor, non pas pour l'envoyer maintenant, mais pour la garder jusqu'à ce qu'ils soient plus grands. J'ai écrit sur le jour où Lily est née, comment j'avais tenu sa petite main, sur le premier sourire de Connor, sur à quel point je les aimais, à quel point je n'avais jamais cessé d'essayer de faire partie de leur vie. Je l'ai scellée dans une enveloppe et je l'ai mise dans mon coffre-fort, une preuve, ou peut-être juste un espoir. Lundi matin, le temps était froid et clair. Je portais un simple pull et un jean, rien qui donnait l'impression que je faisais trop d'efforts. Je suis arrivé au café 10 minutes en avance et j'ai choisi une table près de la fenêtre d'où je pouvais voir Daniel arriver. Il est entré à 10h02, l'air plus mince que dans mes souvenirs, des cernes sous les yeux. Quand il m'a vu, quelque chose a traversé son visage. Soulagement? Culpabilité avant qu'il ne se reprenne. Salut, maman. Daniel. Nous avons commandé du café. Aucun de nous ne voulait de chaussons. Daniel serra ses mains autour de sa tasse de café, ne buvant pas, la tenant juste comme une encre. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Le café bourdonnait de l'énergie du lundi matin, les ordinateurs portables cliquetaient, la machine à expresso sifflait, mais notre table était suspendue dans le silence. Tu me manques, dit-il finalement. La façon dont les choses étaient me manque. Alors pourquoi m'as-tu fermé la porte au nez? Il tressaillit. J'étais stressé. Amanda venait de me dire que sa mère venait nous rendre visite. Sa mère est malade. Et puis tu t'es présenté sans prévenir. Et j'ai craqué. Je n'aurais pas dû. Je suis désolé. Cela semblait répété. Pas tout à fait sincère, mais pas tout à fait faux non plus. Comme s'il s'était convaincu que c'était vrai. Daniel, j'essaie de te rendre visite depuis 6 mois. 6 mois d'excuses. Nous avons été occupés. Les enfants sont difficiles. Le travail est fou. Amanda t'a-t-elle dit ce que j'ai soi-disant fait de mal? Les critiques qu'elle prétend que j'ai faites? Il hésita. Et dans cette hésitation, je vis tout. Elle a dit que tu lui avais dit qu'elle ne nourrissait pas Connor correctement. Que tu sapais sa discipline avec Lily. Que tu la faisais se sentir inadéquate en tant que mère. Quand? Donne-moi des exemples précis. Elle m'a parlé de plusieurs fois. Quand, Daniel? Quelle date? Quels mots exacts ai-je utilisés? Sa contenance se brisa légèrement. Je ne me souviens pas des détails, maman. Je sais juste qu'elle était blessée. Tu ne te souviens pas parce que ça n'est pas arrivé. Amanda t'a convaincu de choses qui ne sont pas réelles. Non. Sa voix se durcit. Ne fais pas ça à propos d'elle. Il s'agit de ton refus de respecter les limites. Tu ne peux pas simplement te présenter sans prévenir. Je suis ta mère, pas une étrangère. Et ce sont mes petits-enfants. Ce sont nos enfants, les miens et ceux d'Amanda. Et si nous décidons que nous avons besoin d'espace, 6 mois, ce n'est pas de l'espace, Daniel. C'est de l'effacement. Il posa sa tasse de café trop fort, le liquide s'éclaboussant sur la soucoupe. Pourquoi ne peux-tu pas simplement t'excuser et passer à autre chose? Pourquoi tout doit-il être une bataille avec toi? S'excuser de quoi exactement? Pour cette action en justice, pour nous humilier, il s'arrêta, prit une inspiration. Quand il parla de nouveau, sa voix était plus calme, plus contrôlée. Écoutez, maman, je suis venu ici pour vous offrir une porte de sortie. Amanda ne veut pas se battre contre vous au tribunal. Je ne veux pas ça non plus. Nous organiserons des visites régulières tous les 2 mois, peut-être une fois par mois si les choses se passent bien. Supervisez au début, juste jusqu'à ce que tout le monde soit à l'aise. Mais vous devez abandonner l'action en justice aujourd'hui. C'était ça. La vraie raison de cette réunion. Qui supervise, demandai-je. Amanda. Eh bien, oui. Elle est leur mère. Donc, je vais voir mes petits-enfants sous le vigilant de la femme qui me les a enlevés, qui rapportera chaque mot que je dis, chaque câlin que je donne comme preuve de mon dépassement de limite. Vous êtes paranoïaque.
Vraiment? Daniel, réponds-moi honnêtement. Quand as-tu parlé à Mike pour la dernière fois? Il cligna des yeux, déconcerté par le changement de sujet. Qu'est-ce que Mike a à voir avec quand? Je ne sais pas. Il y a 1 an, peut-être plus. Et tes amis de l'université, tes voisins de l'Ohio, quelqu'un de ta vie avant Amanda? Les gens se perdent de vue, maman. C'est normal. Tout le monde en même temps? Ou Amanda avait-elle aussi des opinions à leur sujet? Sur la façon dont ils étaient de mauvaise influence ou immatures ou ne comprenaient pas ta nouvelle vie? Sa mâchoire se serra. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais ce à quoi ressemble l'isolement. Je l'ai vécu avec ton père avant de le quitter. Et je le vois t'arriver maintenant. N'osez pas comparer Amanda à papa. Il se leva, sa chaise grinçant bruyamment contre le sol. Plusieurs clients jetèrent un coup d'œil. C'est dégoûtant. Papa était violent. Amanda même. Elle m'a protégé de vos critiques constantes. Quelles critiques? Donnez-moi un exemple. Il resta là, la bouche s'ouvrant et se fermant, incapable de produire un seul souvenir concret. La réalisation traversa son visage juste une seconde que peut-être il ne pouvait pas parce qu'elle n'existait pas. Puis Amanda entra dans le café. Je la regardais scanner la pièce, nous repérer et s'approcher avec une inquiétude parfaitement jouée sur son visage. Daniel, chéri, tu as oublié ton téléphone à la maison. Je pensais que tu pourrais en avoir besoin. Elle le lui tendit, puis me regarda avec ses yeux froids masqués de chaleur. Carole, quelle surprise de vous voir ici. Elle avait attendu. Probablement garée dehors, à observer. Ce n'était pas Daniel qui tendait la main. C'était une embuscade coordonnée. Nous parlions justement d'abandonner le procès, dit Daniel rapidement, comme un enfant pris en flagrant délit. Oh, vraiment? Amanda se glissa sur la chaise à côté de lui, sans y être invitée. C'est une merveilleuse nouvelle, Carole. Je pense que c'est très mature de votre part. Nous voulons vraiment ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, surtout les enfants. Tout ce drame juridique n'est pas bon pour eux. Ils peuvent ressentir la tension. Vous savez, Lily fait des cauchemars. Lily fait des cauchemars parce que sa grand-mère a disparu de sa vie sans explication, dis-je d'un ton égal. Le sourire d'Amanda se crispa. Ou parce que sa grand-mère cause un stress inutile à ses parents. Les enfants ressentent ces choses. Si vous les aimiez vraiment, vous arrêteriez ça. Si vous les aimiez vraiment, vous les laisseriez avoir une relation avec leur grand-mère. Nous vous avons proposé un compromis sous votre contrôle, votre supervision, vos conditions. Ce n'est pas une relation. C'est une prise d'otage. Le masque d'Amanda glissa un instant. Sa voix baissa. La douce façade disparut. Femme arrogante et aigrie. Vous avez eu votre chance d'être une mère. Vous n'allez pas détourner la mienne. Daniel est mon mari. Ce sont mes enfants. Et c'est ma famille. Vous êtes une visiteuse au mieux, et en ce moment, vous n'êtes même pas ça. Daniel posa sa main sur son bras. Amanda, non. Elle se leva. Elle a besoin d'entendre ça. Carole, vous pouvez jouer la victime au tribunal tant que vous voulez. Vous pouvez rassembler vos petites déclarations sous serment de personnes qui nous connaissent à peine, mais quand le juge entendra parler de votre comportement autoritaire, de votre manipulation, de votre refus de respecter les limites, vous perdrez. Et alors vous n'aurez plus rien. Pas de petits-enfants, pas de fils, rien. Elle tira Daniel par le bras. Nous partons. Réfléchissez à notre offre, Carole. Vous avez jusqu'à mercredi pour abandonner le procès. Après ça, c'est la guerre. Ils sont sortis, la main d'Amanda serrée sur le coude de Daniel, le guidant comme s'il était un enfant. Je suis resté assis seul avec 2 tasses de café refroidies, les mains fermes, l'esprit clair. Que ce soit la guerre. L'audience fut ensuite prévue pour un jeudi matin de fin novembre dans un tribunal familial qui sentait le vieux bois et l'anxiété. Je suis arrivé avec Jennifer à 8h45, vêtu d'une robe marine et du collier de perles que Daniel m'avait offert pour mes 60 ans, avant Amanda. Daniel et Amanda étaient assis de l'autre côté de la salle d'audience avec leur avocate, une femme à l'allure vive, vêtue d'un costume coûteux, qui rayonnait de confiance. Amanda portait un gilet rose pâle et un maquillage minimal. Une innocence calculée.
Daniel ne voulait pas croiser mon regard. La juge Patricia Reeves entra à 9 heures précises. C'était une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris acier et à l'expression qui suggérait qu'elle avait vu tous les mensonges familiaux possibles. Ceci est une requête pour les droits de visite des grands-parents, commença-t-elle, regardant par-dessus ses lunettes de lecture les deux parties. Madame Henderson, vous alléguez que vous avez été privé de l'accès à vos petits-enfants sans motif raisonnable. Monsieur Henderson, vous vous opposez à cette requête. Commençons. Jennifer se leva. Votre honneur, nous démontrerons que Madame Henderson a eu une relation substantielle et aimante avec ses petits-enfants pendant les premières années de leur vie et que cette relation a été systématiquement rompue sans justification. Nous avons 12 témoins prêts à témoigner du caractère de Madame Henderson et de son lien avec ses enfants. L'avocate d'Amanda, Maître Chen, se leva ensuite. Votre honneur, les défendeurs montreront que Madame Henderson a violé à plusieurs reprises les limites, a fait en sorte que la mère se sente inadéquate et a créé des tensions au sein du foyer. Les parents ont tout à fait le droit de limiter le contact avec toute personne qui perturbe la dynamique familiale, y compris une grand-mère. Le premier témoin fut Patricia de mon groupe de soutien. Elle témoigna m'avoir vu avec Lily dans un parc il y a 3 ans, à quel point j'avais été patiente en lui apprenant à se balancer, à quel point j'avais interagi naturellement avec elle. Maître Chen contre-interrogea. Madame Morrison, vous avez rencontré Madame Henderson une fois il y a 3 ans dans un parc. Cela vous qualifie difficilement pour juger de sa relation actuelle avec ses enfants, n'est-ce pas? Je connais l'amour quand je le vois, dit fermement Patricia. Et je l'ai vu ce jour-là. Mike témoigna ensuite. Il décrivit le Daniel qu'il avait connu à l'université. Extraverti, sociable, connecté, et l'homme isolé qu'il était devenu. Amanda n'aime pas qu'il ait des amis qu'elle n'approuve pas, dit-il. Elle l'a coupé de tous ceux qui le connaissaient avant elle. Objection, dit Maître Chen sèchement. Le témoin spécule sur les motivations de ma cliente. Accueilli, dit la juge Reeves. Tenez-vous au fait, monsieur Rivera. Fait, Daniel m'appelait toutes les semaines. Après son mariage avec Amanda, les appels ont cessé. Fait, je l'ai invité à mon mariage l'année dernière. Amanda a répondu non sans lui parler de l'invitation. Je le sais parce qu'il a mentionné vouloir me voir à un moment qui chevauchait mon week-end de mariage. La juge prit une note. Jennifer m'appela à la barre. J'ai témoigné de la naissance de mes petits-enfants, du temps que j'avais passé avec eux, de l'érosion soudaine du contact, de la porte fermée au nez, des 72 appels qui révélaient leur panique lorsque je suis devenue indépendante. Madame Henderson, demanda Jennifer, avez-vous jamais critiqué l'éducation d'Amanda? Non. J'ai offert mon aide quand on me l'a demandé. Je n'ai jamais sapé ses décisions. Vous êtes-vous souvent présenté sans prévenir? C'était la première et unique fois. J'appelais des semaines à l'avance pour toutes les autres visites. Puis Maître Chen s'approcha pour le contre-interrogatoire. Madame Henderson, vous admettez vous être présentée à leur domicile sans prévenir. Correct? Oui. Et votre fils vous a dit de partir? Oui. Mais au lieu de respecter ses souhaits, vous êtes resté à Seattle, avez engagé un avocat et avez intenté une action en justice contre votre propre famille. Je suis resté parce que quelque chose n'allait pas. Une mère sait. Une mère sait? La voix de Maître Chen dégoulinait de condescendance. Où une femme autoritaire ne peut pas accepter qu'elle ne soit plus le centre de la vie de son fils. Objection, dit Jennifer. Argumentatif. Retiré. Maître Chen sourit. Madame Henderson, avez-vous déjà suivi un traitement pour l'anxiété ou la dépression? Mon estomac se noie. J'ai consulté un thérapeute après mon divorce il y a 30 ans. Ce n'est pas oui ou non, s'il vous plaît. Oui, mais, et vous buvez occasionnellement du vin, n'est-ce pas? Socialement, oui, comme des millions de personnes. Combien diriez-vous que vous buvez par semaine? Objection. Jennifer était debout. Cette ligne de questionnement est hors de propos et préjudiciable. Votre honneur, cela concerne la stabilité de Madame Henderson, a argué Maître Chen. Je l'autoriserai, mais soyez prudente, maître, a averti la juge. J'ai un verre de vin avec le dîner peut-être 2 fois par semaine, dis-je clairement. Je n'ai jamais eu de problème d'alcool. Mais vous avez été traité pour des problèmes de santé mentale. Des conseils après un divorce ne sont pas un problème de santé mentale.
C'est ce qu'on appelle être humain. Pas d'autres questions. Ensuite, Amanda a pris la barre et je l'ai regardée jouer son numéro. Elle parlait doucement, s'essuyait les yeux avec un mouchoir, me décrivant comme accablante et critique. Elle affirmait que je lui avais dit qu'elle nourrissait mal Connor, une pure invention. J'ai essayé d'être patiente, a dit Amanda, sa voix brisée. Mais Carole me faisait sentir que je n'étais pas assez bien. Chaque visite est devenue une source d'anxiété. Je redoutais de voir sa voiture arriver. Daniel a remarqué à quel point j'étais stressé. Jennifer s'est approchée pour le contre-interrogatoire. Madame Henderson, vous dites que Carole était critique. Pouvez-vous donner des exemples précis, des dates, des mots exacts? Eh bien, elle avait un ton. Un ton? Pouvez-vous décrire ce ton? C'était jugeant, mais pas de mots précis dont vous vous souvenez. C'était il y a 2 ans. Je ne me souviens pas exactement. Vous vous souvenez d'avoir été jugé, mais vous ne vous souvenez pas de ce qui a été réellement dit. La contenance d'Amanda se brisa légèrement. Elle sait ce qu'elle a fait. Madame Henderson, vous avez appelé votre belle-mère 72 fois la nuit où elle n'est pas rentrée chez elle. Pourquoi? J'étais inquiète pour sa sécurité. Vraiment? Ou étiez-vous inquiète de perdre le contrôle? Objection. Accueilli. Reformulé, Maître Morrison. Madame Henderson, si vous étiez réellement préoccupée par la sécurité de Carole, pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? Silence. Pourquoi n'avez-vous pas déposé un rapport de personne disparue? Nous pensions qu'elle reviendrait. Vous pensiez qu'elle reviendrait ou vous vous attendiez à ce qu'elle revienne? Parce qu'il y a une différence entre l'inquiétude et le contrôle. Le visage d'Amanda rougit. C'est une femme manipulatrice qui ne peut pas accepter que Daniel m'ait choisi. Vous a choisi ou a été isolé pour ne dépendre que de vous? Objection. Votre honneur. L'avocat harcèle. Rejeté. Répondez à la question, Madame Henderson. Le masque d'Amanda se brisa complètement. Daniel n'a besoin de personne d'autre. Je suis suffisante pour lui. Sa mère était autoritaire toute sa vie, et je l'ai libérée. Elle s'arrêta. Réalisant ce qu'elle avait dit. La salle d'audience se tut. La juge Reeves leva les yeux de ses notes. Vous l'avez libérée de sa mère? Amanda se reprit rapidement, mais le mal était fait. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense que c'est exactement ce que vous vouliez dire, dit la juge doucement. La juge Reeves retira ses lunettes et les posa sur le banc avec une lenteur délibérée. La salle d'audience semblait retenir son souffle. J'ai présidé la cour de la famille pendant 17 ans, commença-t-elle, sa voix calme et tranchante. J'ai vu de bons parents, de mauvais parents, et tout ce qu'il y a entre les deux. J'ai vu des préoccupations légitimes concernant l'ingérence des grands-parents, et j'ai vu ce qui se passe ici. L'aliénation parentale déguisée en établissement de limites. Le visage d'Amanda devint blanc. Daniel se tortilla inconfortablement sur son siège. Madame Amanda Henderson, votre témoignage a révélé plus que vous ne l'aviez voulu. Votre déclaration selon laquelle vous avez libéré votre mari de sa mère n'est pas le langage de limites saines. C'est le langage de l'isolement. Combiné avec des preuves que votre mari a perdu contact avec des amis, d'anciens collègues, et maintenant sa mère, toutes des relations qui vous précèdent, un schéma préoccupant émerge. Votre honneur, ce n'est pas, Maître Chen commença à se lever. Je n'ai pas fini, maître. Le ton de la juge la fit taire immédiatement. Monsieur Daniel Henderson, je vous ai observé tout au long de ces procédures. Vous avez à peine regardé votre mère. Lorsque votre femme a parlé de vous libérer, vous ne l'avez pas contredite. Vous n'avez pas défendu votre mère contre des accusations que des témoins ont amplement réfutées. Pourquoi cela? Daniel ouvrit la bouche, la ferma, regarda Amanda. Même maintenant, cherchant la permission. Parce qu'il ne peut pas, dis-je doucement depuis mon siège. Jennifer toucha mon bras en guise d'avertissement, mais la juge m'entendit. Madame Carole Henderson, avez-vous quelque chose à ajouter? Puis-je, votre honneur? Brièvement. Je me levai, mes jambes étonnamment stables. Mon fils a été élevé pour penser par lui-même, pour questionner, pour défendre ce qui est juste. L'homme assis en face de moi ne fait plus rien de tout cela. Il vérifie auprès de sa femme avant de parler.
Il a perdu contact avec tous ceux qui le connaissaient avant elle. Ce n'est pas un mari qui respecte sa femme. C'est une prise d'otage. C'est offensant, s'exclama Amanda. Vous me traitez d'agresseuse parce que je ne vous laisse pas contrôler nos vies. Contrôler vos vies, ce serait me présenter tous les jours, faire des exigences, m'immiscer dans chaque décision, dis-je, ma voix calme. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai demandé à rendre visite à mes petits-enfants. Ce n'est pas du contrôle. C'est de l'amour. Vous manipulez ce tribunal. Assez. Le marteau de la juge Reeves claqua contre le banc. Madame Amanda Henderson, asseyez-vous maintenant. Amanda s'assit, le visage rouge de rage. La juge se tourna vers Daniel. Monsieur Henderson, je vais vous poser une question directe, et je veux que vous répondiez sans regarder votre femme. Pouvez-vous le faire? Daniel hocha la tête, ses mains serrées sur ses genoux. Avant votre mariage avec Amanda, à quelle fréquence parliez-vous à votre mère? Nous nous parlions toutes les semaines, parfois 2 fois par semaine, et maintenant c'est ces 6 mois. C'était le choix de qui? Les yeux de Daniel se posèrent furtivement sur Amanda, puis il se reprit. Nous avons décidé ensemble. Vraiment? Ou Amanda a-t-elle décidé, et vous avez acquiescé? Silence. Monsieur Henderson, je vais être direct. Vous êtes un homme adulte, un père, et vous ne pouvez pas répondre à une simple question sans vérifier la réaction de votre femme. Cela me préoccupe profondément. Non pas parce que je pense que votre femme est un monstre. Je ne le pense pas. Mais parce que cette dynamique est malsaine pour vous, pour vos enfants, et certainement pour votre mère qui vous aime. Le visage de Daniel se froissa. Pour la première fois depuis le début de l'audience, je vis mon fils, le vrai Daniel, celui enfoui sous des années de manipulation, apparaître brièvement dans ses yeux. Votre honneur, dit Jennifer, debout. Nous ne demandons pas un accès non supervisé. Nous ne demandons pas de visite nocturne. Nous demandons simplement que Madame Henderson soit autorisée à être une grand-mère. 2 visites supervisées par mois, 4 heures chaque visite, dans un lieu neutre. C'est tout. La juge Reeves regarda ses notes un long moment. Puis elle regarda Amanda et Daniel. Voici ma décision. Madame Carol Henderson se voit accorder des droits de visite avec ses petits-enfants, Lily et Connor Henderson, avec effet immédiat. Les visites auront lieu 2 fois par mois, 6 heures chaque visite, dans un lieu mutuellement convenu. Pendant les 3 premiers mois, un superviseur nommé par le tribunal sera présent. Pas Madame Amanda Henderson, mais une tierce partie neutre. Après 3 mois, nous réévaluerons. Votre honneur, nous nous opposons, commença Maître Chen. Votre objection est notée et rejetée. De plus, Monsieur et Madame Henderson, il vous est ordonné de participer à des conseils familiaux. Vous tous, y compris Madame Carol Henderson, si elle le souhaite, car cette famille est brisée, et ses enfants méritent mieux. Elle se tourna vers moi. Madame Henderson, j'accorde votre requête, mais je vous avertis également. N'utilisez pas cet accès pour saper l'autorité parentale. Ne dites pas du mal d'Amanda à ses enfants. N'essayez pas de sauver votre fils. Rendez visite. Aimez ses enfants et laissez-les voir que les grands-mères ne disparaissent pas sans raison. Compris? Oui, votre honneur. Merci. Quant à vous deux, elle regarda Daniel et Amanda. Vous vous conformerez à cette ordonnance. Toute tentative d'interférer avec le droit de visite de Madame Henderson entraînera des sanctions, et éventuellement des accusations d'outrage. Ce n'est pas facultatif. Ces enfants ont le droit de connaître leur grand-mère. Elle frappa son marteau. L'audience est levée. Amanda attrapa son sac à main et sortit en trombe. Maître Chen se dépêcha de la suivre. Daniel resta figé un instant, puis se leva lentement. Alors qu'il passait devant ma rangée, il s'arrêta. « Maman » murmura-t-il. Juste ça. Puis la voix d'Amanda depuis le couloir. « Daniel, allons-y » et il était parti. Mais il l'avait dit, maman. Jennifer me serra l'épaule. « Vous avez gagné ?» J'ai regardé mon fils disparaître par les portes de la salle d'audience, et je me suis demandé ce que j'avais réellement gagné. L'accès à mes petits-enfants, oui, mais mon fils. Mon fils était toujours perdu. J'ai gagné une bataille, dis-je doucement. La guerre n'est pas finie.
Peut-être pas, dit Jennifer. Mais vous avez obtenu la chose la plus importante, une chance. Et parfois, c'est suffisant. La première visite supervisée était prévue pour le samedi suivant. Les visites supervisées ont commencé dans un centre communautaire avec une aire de jeu et des jouets. Rosa, la superviseure nommée par le tribunal, m'a adressé un sourire rassurant. Prenez votre temps. Il pourrait être timide au début. Lorsque la voiture de Daniel s'est arrêtée, Amanda est restée au volant, fixant droit devant elle. Daniel a détaché les enfants. Lily a marché lentement, tenant la main de Connor. Mamie. Le visage de Lily s'est illuminé, puis s'est assombri alors qu'elle jetait un coup d'œil à la voiture. Même à 5 ans, elle savait qu'elle avait besoin de permission pour être heureuse. Salut, ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Maman a dit que tu étais malade. Tu vas mieux maintenant? Malade? Bien sûr. Je vais beaucoup mieux. Et j'ai apporté quelque chose. J'ai sorti le livre pour enfants sur les grands-mères que nous avions l'habitude de lire ensemble. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Notre livre. Pendant 6 heures, nous avons joué. Balançoire, tour de bloc, histoire. Connor a finalement grimpé sur mes genoux, son petit poids chaud me donnant l'impression de rentrer à la maison. Lily a parlé sans arrêt de la maternelle, de ses amis, de son nouveau vélo. Quand Daniel est venu les chercher, Lily a couru vers lui. Papa, mamie n'est plus malade. Daniel m'a regardé par-dessus sa tête. Merci, a-t-il murmuré. C'était un début. Rosa a rapporté que j'étais appropriée, aimante et respectueuse. Après 3 mois, la supervision a pris fin. Après 6 mois, j'avais des visites mensuelles avec nuitée dans mon nouvel appartement de Seattle, un petit 2 pièces près de Green Lake. La chambre de Lily avait un papier peint papillon. Celle de Connor avait des camions. Ils adoraient la maison de grand-mère, où les règles étaient gentilles et l'amour ne venait pas avec des conditions. Pendant ce temps, le mariage de Daniel et Amanda s'est effondré. Le conseil ordonné par le tribunal a révélé le contrôle d'Amanda sur tous les aspects de la vie de Daniel. La thérapeute a documenté des schémas significatifs d'isolement et de manipulation émotionnelle. Daniel a commencé à rester après les ramassages, café, puis dîner, puis de vraies conversations. Je ne le voyais pas. Il m'a dit un soir, elle a dit qu'elle me protégeait de votre toxicité. J'y ai cru parce que c'était plus facile que de tout remettre en question. Tu peux te retrouver. Il a demandé le divorce 4 mois plus tard. Amanda s'est battue avec acharnement avec les mêmes tactiques, allégations, manipulations. Mais le tribunal connaissait maintenant son schéma. Daniel a obtenu la garde principale. Amanda a obtenu des droits de visite supervisés. Exactement ce qu'elle avait essayé de m'imposer. Ma vie a été transformée. Des visites hebdomadaires avec mes petits-enfants. Lily a dessiné des images de la maison de grand-mère avec des papillons. La première phrase complète de Connor. Mamie, je t'aime. Daniel s'est reconstruit. Il a renoué avec ses amis. Il a rejoint une ligue de basketball. Il a commencé une thérapie. Il a recommencé à jouer de la guitare. Pour l'anniversaire de Lily, nous avons organisé une fête dans mon appartement. Daniel, les enfants, Mike, Patricia, Margaret. Petit, chaotique, parfait. En regardant Lily souffler les bougies, le bras de Daniel autour d'elle, Connor sur mes genoux, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement gagné l'accès à mes petits-enfants. J'avais regagné mon fils. Pièce par pièce, nous reconstruisions ce qu'Amanda avait presque détruit. Amanda a déménagé à travers le pays, coupée de ses enfants plus complètement qu'elle ne m'avait jamais coupé. Elle envoie parfois des emails, blâmant tout le monde sauf elle-même. Je ne lui souhaite aucun mal. Je lui souhaite la conscience de soi. Mais ce n'est plus ma bataille. Ma bataille est terminée. J'ai gagné. Voici ce que j'ai appris. L'amour n'abandonne jamais. Même lorsque les portes se ferment devant vous, même lorsque votre propre enfant se retourne contre vous, même lorsque tout le monde dit que vous menez une bataille perdue, vous n'arrêtez pas de vous battre pour les personnes que vous aimez. La manipulation prospère dans le silence. L'isolement est la meilleure arme de l'abuseur. Si quelqu'un vous coupe lentement de tous ceux qui vous aiment, ce n'est pas une protection. C'est du contrôle.
Et à ceux qui pensent que les grands-parents n'ont pas de droits, vous vous trompez. Nous avons des voix. Nous avons des tribunaux. Nous avons un amour qui n'expire pas. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous fui? Auriez-vous continué à vous battre? Dites-le moi dans les commentaires. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, la famille ne concerne pas qui a le pouvoir. Elle concerne qui se présente, qui reste, qui aime inconditionnellement. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'abandonnez jamais les personnes que vous aimez. Jamais.